La crise en 2008 qui était quand même très dure parce qu'en peu de temps, on a baissé les entrées de commandes de 30%, puis on avait du personnel en trop. J'ai refusé qu'on fasse du chômage technique. Il n'y a pas de mauvais collaborateurs, il n'y a que des mauvais chefs. De toute façon, on gagne ensemble et on perd tout seul. Et si la meilleure porte d'entrée vers la réussite, c'était l'échec. Bienvenue dans Échouer pour réussir, un podcast du Paddock Academy, carrefour de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de la diversité du territoire du Grand Est. Découvrez dans chaque épisode du podcast comment notre invité a transformé un échec en véritable tremplin. Je suis Marie-Paul, bénévole au Paddock Academy. Bonne écoute. Aujourd'hui, on reçoit un chef d'entreprise retraité, expert en management et auteur. Il partage son expérience de dirigeant avec d'autres chefs d'entreprise, cours de séminaires et de conférences en France et à l'étranger. Michel Munzenhutter, bienvenue dans Échouer pour réussir. Merci de m'accueillir. Échouer pour réussir, pour moi, c'est effectivement très important, mais l'échec, pour moi, ne compte pas. Ce qui compte en tant qu'industriel, c'est les résultats. C'est toujours de rebondir. Quand vous dirigez une entreprise importante, vous êtes de toute façon obligé de rester et de mettre constamment du mouvement. Vous ne pouvez pas rester parce que tout s'améliore, tout peut s'améliorer et il faut toujours essayer de rester au top. Alors, la plus belle expérience échouer pour réussir, pour moi, ça remonte dans les années 95. C'est-à-dire, je venais de prendre la direction en 88 de SEB, et on a mis beaucoup de choses en place, les concepts de juste à temps et tout. On est passé d'une usine où on poussait la production à une usine où on tirait les flux, c'est-à-dire on a mis tous les concepts connus sous Toyota ou le juste à temps en place. Et on commençait à avoir des bons résultats. Mais pour moi, ça a toujours été, quand une entreprise marche bien, il faut se dire attention. Parce qu'on a tendance à se reposer sur les lauriers, et les lauriers flétrissent très vite. Et pendant ce temps, la concurrence, elle avance. L'échec en lui-même, c'est pas grave. Il faut oser la confiance. La confiance est très importante. Imaginons, nous, un degré de confiance très élevé. Et il y a aussi toujours le doute. Le delta entre la confiance et le doute, c'est votre degré de motivation. Donc, si vous avez une confiance très élevée, un doute faible, le degré de motivation est important. Ça, on le voit très, très, très facilement dans le domaine du sport. Quand le sportif a beaucoup de doutes, les performances sont en train de baisser. Alors bien sûr, il y a toujours du doute, mais il faut très vite pouvoir tourner son interrupteur et passer du doute à se dire comment je peux reconstruire, comment je peux augmenter la barre de confiance. Du coup, le doute est moteur, on est bien d'accord. Enfin, ça peut être moteur aussi de se réinterroger, du coup. Tout à fait, en se disant que bah, le progrès n'est jamais fini. Moi, j'aime bien, j'avais toujours dit, il faut avoir cette attitude d'insatisfait progressiste. Hein, non pas l'insatisfait qui va râler, qui va tout mettre en cause, non, parce que quand une chose arrive, il faut se stabiliser à un moment donné. Et plutôt que de nier ou de dire on a toujours fait, ça ne marchera pas, c'est de prendre un palier et de passer sur le positif en disant bah, ce qu'on a fait jusqu'à présent, comment on l'a fait, qu'on fasse une analyse précise, qu'on prenne en compte comment je puisse améliorer. Et le progrès, en fin de compte, où c'est une amélioration continue. C'est ce qu'on appelle step par step, marche, par petits pas, mais on n'a jamais fini. Quelles étaient vos ressources, votre point d'appui justement pour... Parce que vous parliez de motivation tout à l'heure aussi, ce delta. Ouais, les points d'appui sont nombreux. Oui, Sont nombreux. Ça montre aussi que, de toute façon, quand vous êtes dans un projet, quelle que soit l'entreprise, il faut que la volonté vienne d'en haut. Hein. Moi, d'accord. vous balayez un escalier du haut vers le bas, et pas différemment. Donc Ah oui, belle l'exemplarité, métaphore. Mm. l'exemplarité va jouer énormément. Mhm. Si vous-même, vous Mhm. n'êtes pas prêt à vous Mhm. remettre en cause, en tant que responsable ou en tant que patron, les troupes ne vont pas suivre. Mhm. Donc, la vertu de l'exemplarité dans le progrès est fondamentale. Et cette volonté, et bien sûr, après, il faut travailler sur cette volonté de c'est-à-dire que le management devient différent aussi. Le management, normalement, qu'on a vécu pendant très longtemps, c'était de l'ordre, du commandement, du contrôle. Aujourd'hui, le management, c'est plutôt de l'aide,
on essaye de faire grandir ses collaborateurs, c'est de développer la confiance. C'est-à-dire, on passe d'un management euh, de contrôle à un management de confiance. Et la confiance rapporte toujours plus que le contrôle. Et c'est ce qui tend vers la réussite, en fait, Tout à fait. d'avoir cette vision. Et ensuite, ça permet aussi, quand les choses sont très claires à ce niveau-là, la responsabilité, par exemple, vous ne la déléguez pas. Vous déléguez des tâches, mais vous ne déléguez pas la responsabilité. Parce que si ça échoue, le patron doit dire j'ai échoué. Il n'y a pas de mauvais collaborateurs, il n'y a que des mauvais chefs. Et si le personnel est en confiance, c'est là qu'on est prêt à faire beaucoup plus d'essais. Parce qu'il faut essayer les choses. Et c'est là, parfois ça ne réussit pas et c'est considéré comme un échec. Non, pas du tout. C'est une étape à laquelle ça nous a permis de voir quels sont les éléments sur lesquels il va falloir travailler ou les moyens qu'il faut mettre en place pour évoluer encore plus. Donc, j'entends par là aussi la notion du collectif, en fait, du coup. De toute façon, on Ouais. gagne ensemble et on perd tout seul. Donc ici, il faut constituer une équipe qui partage la même culture d'entreprise, d'accord, mais qui n'a pas forcément la même vision et qui ont des savoirs différents. Donc, ce qui est fondamental, c'est d'avoir une équipe, si possible hétérogène aussi, mais avec des savoirs tout à fait différents, qui sont des savoirs qui se complètent. Parce que aujourd'hui, la performance, quand on parle à ce niveau-là, c'est quoi? C'est de la compétence, c'est du savoir. On peut se former, on peut continuer à progresser. Et la technicité, en général, la technique est assez facile, ça s'apprend. C'est 1 et 1 font 2. Ensuite, par rapport à la compétence et du savoir, il faut du vouloir. Ça, c'est de l'implication, c'est de la motivation. C'est beaucoup plus difficile. Dans ce cadre-là, au niveau des personnes, 1 et 1 font rarement 2. Hein. Ça s'approche, mais rarement 2. Et il faut un troisième paramètre, ce qui est de savoir quoi faire pour qui et quand. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on rentre dans cette boucle d'amélioration. On gagne ensemble, on perd tout seul. C'est puissant. Ouais, c'est vraiment puissant. Oui, mais aujourd'hui, vous savez, quand j'ai commencé ma carrière dans l'industrie, dans les années 70-80, on avait un homme, un poste, une cadence. C'est fini ça. On a une équipe, des objectifs en commun et on travaille ensemble. Hein. Et s'il n'y a pas cette volonté cette volonté de gagner ensemble, ça ne marchera pas. Le problème que ça pose, c'est que souvent, on est vraiment dans cette entreprise de vouloir, mais il faut arriver à passer d'une entreprise de pouvoir à une entreprise de vouloir. C'est-à-dire que, moi j'ai toujours dit, mon rôle principal par rapport aux équipes, c'était que chacun garde son ego en poche et qu'on ne cherche plus l'erreur dans le passeport du copain. C'est d'assumer ensemble la responsabilité. Responsabilité, tout à fait, oui. Et ça nécessite de développer l'appartenance. Donc c'est la culture d'entreprise, l'appropriation et développer l'autonomie pour de l'amélioration. Là, vous nous partagez vraiment des clés pour aller vers la réussite, tout en sachant que effectivement, on peut à un moment donné échouer, mais échouer finalement, ça permet de rebondir, de se transformer en fait, de transformer tout ce collectif. Quels sont peut-être ce que j'ai envie de voir avec vous, qu'est-ce que vous pouvez suggérer effectivement aujourd'hui des managers qui ont envie d'aller dans ce sens-là? Quelles sont les pistes en fait? C'est déjà de rentrer dans une entreprise où le cadre de vie est en train de changer. C'est-à-dire, on est dans une entreprise où on se sent bien. C'est-à-dire, moi j'ai toujours été, d'ailleurs en 89, j'ai créé ce concept qu'on appelait performance, où je dissocie pas. Je dis, pour avoir une bonne performance, il faut avoir de la bonne ambiance. Et cette bonne ambiance, vous ne pouvez vous la permettre que si vous êtes performant. Et j'aime bien présenter ce concept performance sous une balance où vous avez un plateau performance et un plateau ambiance. Et vous devez veiller à tout moment. Ça montre aussi que le management n'est jamais figé. Le management, c'est du gros bon sens, mais c'est au jour le jour. Ça. Et vous ne pouvez pas demander à quelqu'un ce que vous-même, vous n'êtes pas prêt à faire. Donc au niveau de cette balance de performance, dès qu'il y a un déséquilibre, par exemple, vous pouvez être très performant, mais l'ambiance est en train de baisser pour différentes raisons, parce qu'il y a de la surcharge ou
Ensuite, il faut travailler sur des éléments qui redressent l'ambiance. Au même titre, vous pouvez avoir de la bonne ambiance, mais si vous n'êtes plus performant, vous n'allez pas tenir très longtemps. Donc, c'est un équilibre constant, ce qui montre aussi que il n'y a pas une boîte à outils magique en employant un seul outil qui va vous permettre d'avoir un bon management. Le management, c'est quelque chose de, oui, c'est du gros bon sens, c'est à chaque jour différent, c'est par rapport à l'économie totale. Et quelque chose qui a beaucoup changé dans le monde de nos entreprises aussi, c'est que tout est plus rapide qu'auparavant. Il n'y a plus de prévision à long terme. Tout est du court terme. Donc, il faut que dans l'entreprise, on reste agile, flexible, adaptable. Et c'est donc un management au quotidien. Ce qui nécessite aussi que les managers doivent être présents auprès des opérateurs. Parce que l'opérateur, lui, qui fait, il sait. Et aujourd'hui, on se retrouve encore avec des entreprises qui ont des organigrammes hiérarchiques à différents échelons. Mais plus il y a d'échelons, plus il y a un problème de communication et plus ça devient lent. Alors qu'aujourd'hui, il faut être très rapide. Donc, il faut réduire aussi les niveaux de communication au plus proche du terrain, être au quotidien. Ouais, connaître vraiment effectivement la fonction de chacun, en fait. Donc, toutes ces personnes qui, finalement, sont sur le terrain au quotidien, qui sont dans Très leur proche, activité, très être proche. proche, C'est comme un c'est coach une clé de sportif, on est réussite. avec sur le Mm. terrain, c'est-à-dire on est une des premières actions qu'on avait fait dès 90, les bureaux des managers qui étaient au premier étage, on les a tous ramenés au rez-de-chaussée avec les opérateurs. Vous savez, c'est le professeur Shiba qui disait, vous avez 3 façons d'observer les poissons. Vous regardez un poisson à travers l'aquarium. Deuxième façon, vous pêchez, vous regardez le poisson, vous le pêchez, vous le mesurez, vous le disséquez, vous essayez. Et la troisième, vous nagez avec la poisson. La meilleure, vous connaissez la réponse. C'est pareil. Si vous êtes loin de votre personnel, si vous n'êtes pas à l'écoute du personnel, si vous n'êtes pas là constamment pour les aider, pour les faire grandir, pour les faire avancer, ça ne fonctionnera plus. Être vraiment dans l'écoute active auprès de son personnel, être dans l'échange, en fait. Il Être faut dans être à l'échange, l'écoute. dans l'écoute et la pratique aussi, observer la pratique des uns et des autres, ça c'est vraiment Il faut des croire au clés. potentiel de Oui. son personnel. Le potentiel est énorme et souvent il est inexploité parce qu'on a mis une personne à une tâche bien définie, bien cadrée. Non, il faut donner, bien sûr qu'il faut fixer le cadre, mais il faut donner énormément de degrés de liberté. On fixe les règles du jeu, mais sur le terrain, c'est eux il faut laisser faire. Les gens ont de la capacité à progresser. Et si vous donnez des degrés de liberté, vous êtes beaucoup plus en train ou en confiance pour faire avancer les choses. Comment est-ce que on arrive justement à pas perdre pied et de rester vraiment avec beaucoup d'humilité, rester vraiment aussi présent auprès des équipes pour leur dire ouais, c'est un moment à passer, mais on va le traverser ensemble et on va revenir vers quelque chose de plus fluide. Alors, je ne parle pas forcément de la notion de réussite, mais de remettre effectivement une forme d'énergie, de confiance au sein de ces équipes, quand il y a des moments de doute, des moments comme ça d'incertitude forte. J'ai un très bel exemple, la crise en 2008. Oui, ah oui. La crise en 2008 qui était quand même très dure parce qu'en peu de temps, on a baissé les entrées de commandes de 30% et on se retrouvait quand même avec une entreprise à l'époque à peu près de 2000 personnes. Puis on avait du personnel en trop. Du personnel en trop. Mais le personnel, c'est un investissement énorme. Et contrairement à ce qu'ont fait la plupart des entreprises qui ont fait du chômage technique ou autre, j'ai refusé qu'on fasse du chômage technique et on a conservé notre personnel, hormis bien sûr les intérimaires qui étaient la variable d'action, la seule possible, mais on avait quand même encore du personnel en trop et par rapport aux intérimaires, on leur a dit aussi dès que ça reprendra, on va essayer de les reprendre. Mais bon, c'était le challenge qui était connu depuis longtemps, d'avoir cette flexibilité. Mais on avait quand même encore du personnel en trop. Et ce personnel en trop, au lieu de mettre au chômage, on en a profité pour monter de la formation adaptée. D'accord. Parce que dans une entreprise, vous avez des gens, par exemple, dans les ateliers où on a beaucoup de personnel féminin, il y avait des filles qui avaient des BTS de secrétariat ou coiffeuses ou n'importe quoi, mais pas. Et on en a profité pour les former sur les bases de notre métier. Au bout de 10 mois, la conjoncture est repartie.
Oui. On était dans les starting blocks et on est reparti beaucoup mieux que tous nos concurrents et on a piqué plein de parts de marché à ce moment-là. Mais la grande fierté et je dirais le ciment qui s'est créé, c'est ce personnel qui a vu qu'on continue à croire en eux et dans les moments difficiles, on les a gardés. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est le socle que vous construisez. Et là, après, c'est même la première fois que ça m'est arrivé que des syndicalistes m'ont fait un courrier pour me féliciter d'avoir conservé le potentiel humain. Et ça, c'est C'est fondamental. dire, hein, ouais, ouais. Du coup, ça montre aussi qu'il y a une vraie agilité à voir, hein, je pense, puisque là, vous avez su rebondir sur ce moment-là, sur ces instants-là, avec vos équipes, puisque vous les avez du coup formées, leur a permis d'acquérir certaines compétences en attendant que l'économie voilà, Oui, reprenne. il y avait même des points positifs du style où on a été dépassé par l'engagement des gens. À l'exemple, quand la conjoncture est repartie, elle est repartie tellement vite que on n'a pas pu rentrer assez rapidement les intérimaires qu'il fallait. Et j'ai vu, enfin, sans qu'on le demande, des gens qui normalement avaient des fonctions administratives qui se sont mis sur les chaînes de montage pour que les produits sortent plus vite. Ouais, donc effectivement, c'est vraiment pouvoir se transformer aussi à un moment donné dans son parcours, parce que Mm. rien n'est linéaire en fait, hein. Non, Ça rien. demande à chaque fois de se rééquilibrer Mm. et de s'ajuster aussi à la C'est situation. vraiment prendre du temps Oui, constamment. Il faut aussi, au niveau d'un dirigeant, avoir une bonne gestion du temps. C'est-à-dire de ne pas vous être... parce que quand on vous parle d'urgence, c'est rarement prioritaire, hein. Et donc, d'avoir le temps nécessaire pour être en veille par rapport à l'extérieur. Si vous êtes totalement concentré dans votre entreprise, vous avez la tête dans le guidon, vous risquez de vous faire dépasser très vite. Et c'est là il faut travailler. Un des meilleurs résultats que nous avons eus, c'est quand on a cassé les organigrammes hiérarchiques par rapport à une notion de temps. Je m'explique. On a demandé que les collaborateurs aient une très bonne maîtrise de ce qu'ils sont en train de faire, du style qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je ferai demain. Au niveau du management, c'était plutôt une vision hebdomadaire et au niveau de la direction, c'était au niveau mensuel. Et d'avoir séparé ces notions de temps, oui. ça nous a énormément fait progresser. Parce que quand vous travaillez sur le court terme et sur le long terme, il n'y a rien qui avance correctement. Il faut bien cibler sur quels critères vous avancez. Ouais. Ça rejoint un peu la devise, le temps reste le meilleur allié finalement. Tout à fait. Mais il faut maîtriser son temps, hein. Et la maîtrise du temps, c'est aussi important. Par exemple, une entreprise aujourd'hui est obligée pratiquement de croître. S'il n'y a plus de croissance, ça devient dangereux, hein. Vous avez une épée Damoclès là au-dessus de vous. Donc, c'est essayer de chercher constamment de la croissance. Mais cette croissance nécessite aussi de maîtriser la croissance. Parce que quand vous avez une croissance, moi je disais toujours, une croissance de 5 à 10%, je sais la maîtriser. Une croissance de 20 à 30, je ne sais plus. Parce qu'il y a tellement d'éléments nouveaux qui viennent très rapidement. Parce que dans l'entreprise, vous avez une culture. Si vous réussissez, vous avez une culture forte. Et le nouveau qui arrive, il faut l'imprégner de cette culture. Mais en moyenne, ça prend 2 à 3 ans avant que lui-même s'intègre dans cette culture. Donc, vous voyez, la maîtrise de cette croissance est fondamentale. Ouais, c'est très, très important de le rappeler. Je vous remercie. Et si aujourd'hui vous aviez face à vous un jeune qui se lance dans l'aventure entrepreneuriale et qui effectivement, vous parliez d'avoir confiance, de la confiance en soi, et qui a plein de doutes, forcément, parce qu'il a plein d'incertitudes sur son avenir, qu'est-ce que vous auriez envie de partager, de lui communiquer pour qu'il ne lâche rien en fait? Je pense qu'au niveau des jeunes, et c'est peut-être une certaine fierté quand je vois tous les jeunes ingénieurs qu'on a pu embaucher ou à différents niveaux, enfin parlons un peu de cette population qui aspire très vite à monter, on les a mis dans des cycles de formation très clairs. Ils ont tous commencé à l'atelier, auprès des gens qui savent.
OK? Ça sert à rien de les mettre tout de suite dans des départements recherche, développement et tout ce que vous voulez. Non, on commence à la base et je vois quand même que cette formation, et peut-être c'est une certaine par exemple, le successeur aujourd'hui qui est à la tête d'SEB, et ben, il a commencé, il était jeune ingénieur, mais il a commencé à travailler dans tous les ateliers pendant quelques années et c'est là que vous vous enrichissez parce qu'encore une fois, le savoir théorique ne vous suffit plus. Il faut avoir une très bonne dose de savoir pratique en plus. Et ce qui est intéressant, quand vous faites le mélange des gens qui travaillent tous les jours avec des jeunes qui ont plus d'éducation, c'est que eux aussi ils progressent. Hein. Parce que l'un progresse par la pratique et l'autre progresse par la théorie. Et c'est là que ça devient hyper intéressant. Très Parce qu'on important. on a très vite Oui, tendance, quelle que soit la oui, situation, de oui, poser tous les paramètres du doute. oui. Et c'est là qu'il faut se dire très vite, non, j'analyse la situation. Et vous savez, vous avez pour chaque médaille il y a une face et un revers. Et bon, ben, alors c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est à vous de voir. Mais il faut rester positif. C'est parce qu'on peut très vite être déséquilibré, c'est vrai. Ben, un sportif où la courbe de doute dépasse la courbe de confiance, il est temps qu'il arrête sa carrière. Hein, c'est plus la peine. Oui, c'est encore une fois très inspirant. Et en tout cas, moi, je vous remercie pour cet échange. Je pense que voilà, voilà, vous avez une expérience considérable. Je pense que voilà, votre parcours est très, enfin, très, très riche. Et je pense qu'effectivement, nos auditeurs vont pouvoir aussi très certainement trouver des réponses dans ce que vous venez de nous partager, Michel, en tout cas. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. De toute façon, je pense que le rôle qu'on a joué aussi, c'est que on a beaucoup appris, beaucoup reçu, et à un moment donné, il est le temps de donner. Si on veut recevoir, il faut savoir donner à un moment donné. Ouais, c'est très beau. Merci pour ce mot de la fin, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. À vous qui nous écoutez, souvenez-vous que trébucher fait partie du chemin et c'est là que naissent les vraies réussites. C'était Échouer pour réussir, un podcast du Paddock Academy. Merci aux assurances Castirotale et au CIC Grand Est, nos partenaires fidèles sans qui cet épisode n'existerait pas. Si ce témoignage vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner.